Bonjour et bienvenue dans Automobile Propre, le podcast zéro émission qui s'écoute le temps d'une recharge. Le monde de la voiture électrique est en pleine révolution, nous vous le racontons. Automobile Propre est un podcast bimensuel co-animé par Johan Nussbaumer, fondateur et CEO d'Automobile Propre et de ChargeMap. Bonjour Johan. Bonjour Eric, bonjour à tous. Michael Torregrossa, rédacteur en chef d'Automobile Propre. Salut Mika. Bonjour à tous. Et moi-même, Éric Dupin, éditorialiste sur Automobile Propre. Ce programme est diffusé le premier et le troisième jeudi du mois. Il est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner via iTunes, Spotify, Google Podcast ou tout autre service. Et surtout, n'oubliez pas de le noter sur ces plateformes car c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. Cet épisode est sponsorisé par MrEV.com, boutique en ligne d'accessoires de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Sur MrEV.com, vous trouverez toutes les solutions de recharge adaptées à votre véhicule électrique, notamment des câbles de recharge à la longueur personnalisée, ainsi que des bornes de recharge fixes ou mobiles. Si vous avez besoin de conseils, les experts de MrEV.com vous répondent par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mr-ev.com. On attaque les sujets de la semaine ou les sujets de la quinzaine, les 3 sujets qui ont marqué l'actualité de cette quinzaine en matière de voitures électriques et d'électromobilité. Tout d'abord, une gigacommande de 100 000 Tesla pour Hertz. Et puis, on parlera aussi de Ionity, et qui vient de recevoir un investissement important. Et puis aussi des ventes de la Tesla Model 3 qui sont en train de performer très fort en Europe. Alors, on commence avec la gigacommande de 100 000 Tesla pour Hertz. Alors, Hertz, c'est ce fameux le loueur de voitures historique, l'un des plus anciens ou peut-être le plus ancien, et qui donc vient d'annoncer avoir passé commande auprès de Tesla de 100 000 voitures pour équiper sa flotte de voitures en location. Et donc c'est un chiffre qui est colossal, qui est monumental et qui inclut pas mal d'options et puis aussi évidemment de questions. Alors Mika, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en détail ce qui s'est passé et ce qu'il y a derrière cette commande de 100 000 Tesla pour Hertz? Alors l'information, elle émane même pas à l'origine de Hertz, mais directement des médias américains qui ont donc annoncé cette gigacommande de 100 000 véhicules pour Hertz. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le loueur, il y a encore quelques mois, était vraiment au bord de la faillite, il était très mal. Et finalement, ils ont décidé, pour rebondir, de se lancer dans l'électrique massivement avec cette commande un petit peu symbolique de 100 000 véhicules Tesla. Donc on ne sait pas comment sera la répartition, parce que Tesla a 4 modèles. Alors je pense qu'il y aura majoritairement des modèles 3 et des modèles Y. Et dans la foulée, il y a quelques jours après, quelques heures après, Uber a annoncé que dans ces 100 000 commandes, il y en avait 50 000 qui lui seraient destinées. Donc en fait, Uber va se servir de Hertz pour proposer des voitures en location à ses chauffeurs, parce que Uber a aussi besoin d'électrifier sa flotte, hein, ça fait partie de ses objectifs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette commande, a priori, ne concerne pas que les États-Unis, mais aussi l'Europe. Donc il y aura des voitures qui seront mises un petit peu partout. Sous quel horizon et avec quelle répartition de modèles, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un petit peu historique et le fait que Hertz mobilise comme ça peut faire bouger d'autres acteurs de la location. On parle aussi de superchargeurs. Est-ce que c'est la réalité? C'est-à-dire qu'on dit qu'il y aurait un certain nombre de superchargeurs qui seraient inclus dans la commande. Alors est-ce que c'est vérifié et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Après, c'est vrai que l'infrastructure est indissociable de toute façon d'une voiture électrique. On n'a pas encore tous les détails, tous les contours de cette commande, mais ça me surprend pas que y ait des superchargeurs, et notamment moi je pense à Uber, parce que si les chauffeurs passent à l'électrique, il va leur falloir des superchargeurs qui soient peut-être dédiés et qui soient mis dans des zones stratégiques où il en manque aujourd'hui, notamment je pense aux aéroports, à tous les nœuds urbains, les gares ferroviaires, où ils vont avoir besoin de recharger pour pouvoir repartir, parce qu'aujourd'hui les taxis, les VTC sont intéressés par l'électrique, mais c'est vrai que le manque d'infrastructures de recharge au bon endroit, ça reste quand même un frein important pour eux. Donc effectivement, associer l'infrastructure à la commande, c'est intéressant. Et ça veut dire que les stations Hertz, là où on va louer ces voitures, dans les gares et les aéroports principalement, seront équipées de superchargeurs qui seront destinés au personnel de Hertz qui fera les recharges entre les locations, c'est ça? Alors je pense qu'il y aura forcément chez Hertz une infrastructure pour pouvoir recharger les véhicules de la flotte, mais aussi des infrastructures publiques qui seront mises à disposition des clients, notamment taxis et VTC, qui eux quand même transitent souvent par les aéroports pour pouvoir récupérer et déposer des clients. Johan?
Ouais, ben moi je regarde aussi cette news un petit peu sous l'œil de la finance, puisqu'on a vu qu'en fait après cette révélation, finalement le cours de bourse de Tesla a flambé et Tesla a passé les 1000 milliards de capitalisation boursière. Donc il y a quelques années encore, c'était des Microsoft ou des Apple qui passaient ce genre de capitalisation boursière. Donc on se rend compte aussi que derrière, ça a un vrai impact ce genre de grosses news sur les finances de Tesla. Et les investisseurs semblent penser que Tesla a encore des beaux réservoirs de croissance pour l'emmener à ce niveau de capitalisation boursière. Donc ça aussi, c'est très intéressant à mettre en regard de cette commande de Hertz. Ce qui est, en termes de, puisqu'on est dans les chiffres, Tesla, c'est quoi? C'est 500 000 voitures par an à peu près? Ils ont raté de peu l'objectif, il me semble, l'an dernier, mais l'objectif était à 500 000 et je crois qu'ils étaient pas très loin sur 2020. Donc ça veut dire que la commande de Hertz, qui je crois doit être réalisée dans les 14 mois qui viennent, c'est-à-dire rapidement, c'est-à-dire que sur, on va dire, un exercice, juste la commande d'un client d'une entreprise va représenter 20% des ventes de Tesla, en fait. Enfin, un petit peu moins si ça s'ajoute à 500 000 et qu'on passe à 600 000, mais... Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, elle est évaluée à plus de 4 milliards de dollars, la commande, donc c'est quand même énorme. Ah bah j'ai fait mon petit calcul en prenant comme ticket moyen 50 000 dollars par voiture, ça fait 5 milliards. Donc effectivement, on est sûrement un petit peu en dessous parce qu'on en sera probablement en dessous de 50 000 euros par voiture. Ce qui moi m'a interpellé. Alors pour ne rien vous cacher, j'ai travaillé chez Hertz quelques années dans ma jeunesse et dans mes jeunes années, c'est une société pour laquelle j'ai un peu d'affect parce que ça a été ma première expérience professionnelle. J'ai beaucoup aimé y travailler et donc je connais un peu. Bon, c'est vieux, mais je connais un petit peu les rouages de l'entreprise, etc. Et j'avais été très affecté d'apprendre pendant la pandémie que Hertz déposait le bilan. Moi, j'étais resté à cette information-là, c'est que Hertz fermait, disparaissait, terminait, mettait la clé sous la porte, comme c'est arrivé autrefois à des très grandes compagnies américaines qu'on croyait immortelles, comme la Panam, comme Digital, des groupes comme ça. Et du coup, pour moi, la page était tournée. Et quand j'ai vu cette news, j'ai cru une fake news d'abord. Hein. Donc, c'est quand même impressionnant. Alors, on sort un peu de notre sujet, mais d'un point de vue financier, une boîte qui, il y a quelques mois, annonçait qu'elle allait pratiquement faire faillite et qui, là, investit 5 milliards dans une partie de sa flotte. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça représente, 100 000 voitures pour Hertz. Je connais pas j'ai pas regardé le nombre de voitures que représente la flotte Hertz au niveau mondial et ce que représente la commande Tesla. Mais à mon avis, c'est significatif aussi. En tout cas, on espère qu'ils sont solvables pour Tesla. Ouais, effectivement, c'est pas une commande. Très bien. On va suivre ça. On est impatient de voir un petit peu comment ça va se concrétiser sur le terrain et comment les clients vont réagir. Est-ce que ça va générer une forte demande? Et puis comment toute cette infrastructure va se mettre en place. Deuxième sujet qui a retenu notre attention, alors là, ça concerne la charge rapide et aussi un autre groupe qui commence à être important et qui commence à compter dans le game de la voiture électrique. J'ai nommé Ionity, dont on parle finalement assez régulièrement ici, et qui vient de recevoir un investissement colossal. Alors colossal, en tout cas un très gros investissement de la part de plusieurs investisseurs justement, qui va l'aider très probablement à accélérer son développement. Et Johan, je crois que tu as regardé le sujet d'un peu plus près. Ouais, pour rappeler un petit peu l'info, donc 750 millions d'euros, sachant qu'il y a un demi-milliard en fait, ou en tout cas 500 millions d'euros qui sont ramenés par BlackRock, qui est un fonds d'investissement, un énorme fonds d'investissement, sans doute l'un des plus gros de la planète, et qui prend du coup 22% de la société. Donc pour ces 500 millions d'euros, le reste est apporté par les constructeurs associés historiquement au projet. Donc Audi, Porsche, Daimler, BMW, Ford, Hyundai et Kia. Finalement, tout ça nous emmène à une valorisation de la société, là encore finalement assez élevée, de 2,25 milliards d'euros. Donc on va dire c'est 500 fois moins que Tesla, mais ça permet de donner un ratio. Finalement, si on fait le parallèle avec la news de Tesla tout à l'heure, on se rend compte que
on commence vraiment à être dans du gros business autour de l'électrique. On passe vraiment un cap, on est en train de monter en charge, sachant que c'est important pour l'avenir du réseau Ionity de continuer à se déployer. On sait que l'activité de recharge rapide, ça consomme énormément de capitaux. Il faut beaucoup d'argent pour installer des stations, surtout le long des autoroutes ou dans des lieux de passage très fréquentés, où le foncier, en tout cas le loyer des emplacements est élevé. Peut y avoir des difficultés à ramener de l'électricité à forte puissance sur place, et puis il y a une exigence de qualité de service qui fait que les bornes doivent être de bonne qualité. Il faut avoir les pièces de rechange en stock suffisant. Il faut toute une logistique pour la maintenance. Donc ça consomme beaucoup de capitaux, et finalement c'est une bonne nouvelle en fait que Ionity arrive à lever de l'argent comme ça pour développer le réseau. C'est de bon augure pour le développement des véhicules électriques, puisque va y avoir vraiment besoin de stations, et voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle. Moi je me pose toujours la question en fait de est-ce que Ionity arrivera quand même un jour à être rentable. Au vu des investissements énormes qui sont consentis, il faut en faire des recharges pour arriver à rentabiliser ça. Alors moi, ça me fait penser. Alors déjà, le fait que BlackRock s'invite dans le tour de table, ce n'est pas complètement anodin, puisque comme tu le disais, c'est un des plus grands fonds d'investissement du monde, et ils sont présents dans énormément de domaines. Et donc, s'ils investissent, généralement, ils savent où ils mettent les pieds, ils investissent pas pour perdre de l'argent. Donc, on peut imaginer que s'ils investissent dans la voiture électrique, dans la recharge et dans Ionity, c'est que ils estiment qu'ils ont fait leurs calculs et qu'à terme, ça va devenir très, très, très rentable, très juteux. Donc, je pense que c'est un investissement sur le long terme, sur le moyen terme. Effectivement, pour le moment, la question, effectivement, c'est de se demander quand Ionity, justement, va cracher du cash. Pour l'instant, il en brûle. Donc, effectivement, l'activité n'est pas rentable aujourd'hui, mais elle le sera probablement, elle le sera très probablement un jour. Et puis, ça rappelle, ça n'a rien à voir, mais ça peut rappeler des boîtes comme des entreprises comme Amazon, qui pendant des années et des années, et peut-être une décennie, n'a pas gagné d'argent. Et tout le monde prédisait, d'ailleurs un peu comme Tesla, et tout le monde prédisait la faillite d'Amazon en disant que ça ne pourrait pas durer comme ça. Même les financiers les plus éminents criaient à haut régulièrement sur Jeff Bezos, comme on a pu le faire sur Elon Musk, en disant que jamais cette boîte ne serait rentable, et on connaît le résultat aujourd'hui. Donc on imagine que BlackRock, là j'explique les choses de façon un peu simpliste, mais on imagine que BlackRock a fait un peu le même calcul, avec en plus des tableaux Excel pour déterminer son investissement et dire peut-être que voilà, aujourd'hui ça gagne pas, mais dans 10 ans ça va être une vraie pompe à pognon, quoi. Mika, t'en penses quoi? Effectivement, il y a un vrai business de la charge rapide qui aujourd'hui n'existe pas, mais qui se prépare. Et d'ailleurs, Ionity n'est pas le seul à avoir annoncé un investissement. Total a aussi fait une annonce qui s'appelle maintenant Total Energy d'ailleurs. Ils vont investir 200 millions d'euros en France sur une année pour également étoffer le réseau avec des objectifs à horizon 2023 d'avoir 300 stations équipées de bornes de recharge rapide, dont 100 en zone urbaine. Donc eux aussi ils se préparent à investir. Je pense qu'ils estiment que ce sera à terme un business rentable. Par contre, effectivement, ils disent qu'aujourd'hui, l'argent qu'ils injectent, c'est issu des revenus des hydrocarbures, donc de ce qu'ils vendent en essence et en diesel. Mais je pense qu'un acteur comme Total qui se positionne, ça montre aussi que derrière, il y a du cash à faire, parce que Total, on sait qu'il se positionne pas s'il n'y a pas des opportunités de business. Donc là, bon, il y a une question d'obligation aussi, mais il y a vraiment des investissements qui sont faits sur la charge rapide. Après, moi, j'ai juste une petite inquiétude sur ces investissements, c'est qu'aujourd'hui, on investit beaucoup les aires d'autoroute. Par contre, quid du réseau secondaire et du business model sur le réseau secondaire, toutes les routes nationales, etc. Est-ce qu'un opérateur privé peut... Voilà, les villes aussi, pour gagner de l'argent sur ces zones-là. Parce qu'effectivement, les autoroutes vont être très bien équipées avec ces acteurs-là d'ici 1 an, 2 ans. Par contre, on risque d'avoir des trous dans la raquette au niveau du réseau secondaire. Effectivement. Juste pour rappeler, Johan, je te redonnerai peut-être la parole si tu veux ajouter quelque chose. On est d'accord que Ionity, c'est un réseau qui est pour le moment purement européen.
Ouais, tout à fait. Ouais. Effectivement, c'est déployé à l'échelle européenne. Et c'est intéressant, Mika, que tu fasses le lien avec Total Energy qui investit aussi 250 millions d'euros pour 150 stations sur le long des autoroutes. En fait, moi, la réflexion que ça génère chez moi, c'est de me dire, mais finalement, est-ce que ces géants de la recharge rapide, ils sont en train de se constituer des actifs très très importants. Et est-ce que demain, finalement, on va pas se retrouver avec peu de concurrence et finalement, une vraie dictature du prix par quelques acteurs au niveau de la charge rapide. Enfin, je m'interroge en fait sur l'avenir de la recharge rapide et sur l'émergence de super géants de la charge rapide qui sont peu nombreux en fait. Il y a Tesla, il y a Total, peut-être BP, Fastned et puis Ionity. Peut-être qu'il y aura encore quelques concentrations, mais du coup, quel avenir ça nous dessine pour la distribution d'énergie en charge rapide? Alors, est-ce que finalement, on n'est pas en train de refaire le schéma qu'on a connu jusqu'à présent avec les pétroliers, où la concurrence était quand même relativement limitée en nombre, puisque en gros, enfin, moi, je sais pas, mais quand on roule sur les routes françaises, européennes ou même sur le monde, si on est capable de citer 4 ou 5 grandes marques d'essence ou de pétrolier, à mon avis, c'est à peu près le maximum. Donc, est-ce que c'est justement, c'est pas la caractéristique même de ces marchés? C'est des marchés qui sont gigantesques et qui ne peuvent être investis que par des entreprises qui ont les reins très solides et qui sont capables de perdre de l'argent pendant un moment. Et effectivement, la charge rapide, ça sera peut-être l'apanage des grands. Et puis peut-être que les charges intermédiaires, les charges en centre-ville, et puis les charges nocturnes pour schématiser un peu, seront laissées à des entreprises un peu plus petites, un peu plus locales, ou voire à des collectivités territoriales comme c'est le cas aujourd'hui. En tout cas, c'est une vraie question, hein. Pour moi, l'aspect décentralisé de la recharge a toujours été en fait, à mes yeux, une opportunité pour le monde énergétique. Et j'espère qu'on n'oubliera pas en cours de route cet aspect décentralisation, capacité à s'intégrer dans le smart grid, à être capable d'aller chercher de l'énergie dans les batteries le soir à 19h pour réinjecter plus tard. Enfin, voilà, j'espère qu'on n'oubliera pas cet aspect-là malgré le développement de la charge rapide concentré sur quelques acteurs. D'accord. Eh bien, on suivra ça de près. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour tous les électromobilistes qui ne sont pas forcément des Teslaïstes, de savoir que le réseau Ionity a reçu cet investissement et ce qui va lui permettre de se développer, de se déployer encore plus vite pour le bien de tous, en espérant que les problèmes de fiabilité qui sont parfois relatés soient aussi progressivement réglés avec cet investissement. Troisième information des derniers jours, c'est aussi une information qui nous a surpris et en même temps qui est un petit peu dans l'ordre des choses, c'est que pour la première fois, on peut dire dans l'histoire, pour la première fois, la voiture la plus vendue en Europe est une voiture électrique. Et Mika, tu vas nous dire de quelle voiture il s'agit, même si je crois que c'est un secret de polichinelle, et comment on en est arrivé là. C'est une voiture électrique et elle est même pas fabriquée en Europe. Donc c'est un double carton parce que ça n'était jamais arrivé non plus qu'une voiture numéro 1 en Europe ne soit pas fabriquée en Europe. C'est la Tesla Model 3 qui a été la voiture la plus vendue en Europe en septembre. Donc c'est toute énergie confondue, hein. On parle pas que de la catégorie électrique, mais elle a dépassé des références du marché comme la Clio ou la Golf qui sont pourtant à des tarifs un peu moins élevés. Et donc c'est une belle victoire à la fois pour Tesla, pour Elon Musk et pour toute la filière de la voiture électrique. Et donc en chiffres, la Tesla elle a été immatriculée à 24 591 exemplaires, hein, sont les chiffres communiqués par Jato. Donc c'est mieux que la Renault Clio qui arrive en deuxième position avec un peu plus de 18 000 exemplaires vendus. Donc il y a quand même, elle est première, mais avec une belle marge d'avance par rapport à ses concurrentes. Donc c'est vraiment une belle victoire pour Tesla, même si on sait que les fins de trimestre, en l'occurrence le mois de septembre, est toujours un mois où Tesla livre beaucoup, mais en tout cas c'est vraiment prometteur. Et pour la Model 3, mais aussi pour le Model Y. Alors lui il est pas premier, mais il fait quand même quasiment 9000 immatriculations en Europe au cours du mois de
du mois de septembre. Il est juste derrière la Model 3 dans le classement 100% électrique. Et sachant qu'on est quand même alors qu'il est à peine il est à peine lancé. Alors qu'il est à peine lancé. Ouais. À peine lancé. Et il est pour l'instant disponible que dans les versions les plus performantes, donc les plus chères. On n'est pas encore sur les modèles d'accès. Donc lui, il pourrait aussi vraiment faire un carton lorsque toute la gamme sera déployée. Ça veut dire quoi alors ? Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que les Européens finalement sont riches, ont un budget important à mettre dans la voiture, parce qu'on a toujours dit que les voitures électriques n'étaient pas encore très très populaires parce qu'elles étaient chères. Et finalement, non seulement c'est une voiture électrique qui est en tête des ventes, mais en plus c'est pas forcément la moins chère. Non, c'est pas forcément la moins chère, effectivement. Après, il y a quand même eu un effet qui a débloqué un petit peu les ventes de Model 3 en Europe. C'est en début d'année, il y a quand même une baisse des tarifs. Hein. Elle tombe maintenant à moins de 45 000 euros hors bonus. Donc, ça veut dire qu'en France, elle est à 38 000 euros. On a une voiture qui fait, alors j'ai pas tous les chiffres en tête, mais plus de 200 chevaux à ce prix-là. C'est intéressant. Après, il serait intéressant quand même de voir dans quel pays elle s'est vendue le plus, parce qu'à mon avis, il y a une disparité importante. Hein. Donc, forcément, c'est les pays qui ont le plus de moyens et qui ont acheté le plus de Model 3. Mais en tout cas, cette voiture, c'est un vrai succès. Hein. Et elle bat de loin ses concurrentes. Hein. Si on voit sur la période la Volkswagen ID3, qui elle a vraiment aussi beaucoup de variantes et des tarifs qui sont moins élevés, l'ID3 ne fait que 8 000 immatriculations sur septembre. Donc il y a un gros delta. Donc effectivement, la voiture, elle est chère, mais en tout cas, elle répond à une attente. D'accord. Donc oui, enfin, c'est ce qui est aussi impressionnant, et très sincèrement, je pensais pas que ça arriverait aussi vite, c'est qu'une voiture électrique arrive en tête des ventes de toute catégorie de voitures confondues. Ça, c'est incroyable. On parlait souvent de la Tesla Model 3 comme d'un succès incontestable, et notamment en la voyant arriver assez fréquemment en tête de la catégorie des voitures électriques. Mais là, elle passe devant toutes les autres. Donc j'ai d'ailleurs appris avec un certain plaisir au passage que la Clio était aussi, enfin elle était juste derrière. Ça veut dire que la Clio était l'une des voitures les plus vendues en Europe, ce que je ne pensais pas. Je pensais que les ventes avaient quand même décliné ces dernières années. Ça, c'est une petite parenthèse. C'était la parenthèse thermique du jour, on va dire. Mais vraiment, c'est très encourageant pour l'avenir. Et effectivement, comme tu le disais, ça laisse augurer un succès aussi très important pour la Model Y, parce que la Model Y, elle coche quelques cases en plus par rapport à la Model 3, par rapport aux attentes des consommateurs européens, notamment plus de place, un coffre à haillons, une malle arrière à haillons, ce que n'a pas la Model 3 et qui est souvent assez rédhibitoire pour les consommateurs européens. Donc ça ouvre la voie à un succès probablement phénoménal pour la Model Y. Johan ? Ouais, moi ce que ça m'inspire aussi, c'est que là, c'est quelque part les prémices de la réussite de la politique européenne qui vise à favoriser le véhicule électrique. C'est vrai que ça fait des années que la Commission européenne pousse en ce sens, et là finalement on voit que on commence à avoir les premiers effets de tous les efforts qui ont été déployés pour favoriser le véhicule électrique. Et je pense que c'est la première fois, mais c'est certainement pas la dernière fois qu'on a un véhicule électrique tout en haut du top des ventes. Il va falloir s'y habituer, je pense. Et ça permet de se dire qu'on est en train de construire un monde automobile qui est complètement différent de celui qu'on a connu jusqu'à présent. Et moi, je trouve ça très très encourageant, et ouais, de le rattacher à la politique européenne qui pousse depuis des années dans ce sens. Je trouve que c'est intéressant de voir que ça porte enfin ses fruits. Donc on a un petit peu le sentiment que on serait en train d'assister à un alignement des planètes, puisqu'on a parlé dans le sujet avant du développement finalement maintenant assez rapide et assez massif de la charge rapide. On parle maintenant d'une voiture électrique qui arrive en tête des ventes. Donc on a l'impression que tout est en train de se mettre en ordre on sent un peu les prémices d'une espèce de raz-de-marée, non ? Ouais, c'est complètement ça. Et puis moi, je prends ma casquette ChargeMap aussi de notre côté. On voit que ça pousse très très fort en fait, qu'il y a de plus en plus d'usage des infrastructures de recharge, et donc ça veut dire que les gens ont reçu leur voiture et sont en train de l'utiliser. Donc tout ça, ouais, c'est le début d'une vraie vague et d'une vraie transformation. Parfois même, je me dis moi que j'en avais pas conscience à ce point-là. Enfin, c'est en train de devenir très concret. Et c'est en train de donner des chiffres. On l'a vu tout à l'heure avec les investissements, avec les valorisations. Ça donne des chiffres très très importants, intéressants. Et de se dire qu'on n'est qu'au début, voilà, finalement, ça augure quelques années de podcasts très sympathiques.
C'est effectivement très excitant. Alors justement, ça nous amène au sujet suivant, qui est notre sujet notre sujet focus. Alors on parle de cet alignement des planètes, on parle d'un marché qui est en très forte croissance. Et généralement, quand un marché est en forte croissance, il se structure et il se segmente. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer avec ce nouveau segment de marché. Enfin, on peut considérer qu'il n'est pas totalement nouveau, mais quand même, qui est un segment concernant des toutes petites voitures, des citadines ou des microcars, ou des citadines biplaces, voire monoplaces, qui aujourd'hui semblent avoir le vent en poupe. Donc, on est pareil au début d'un marché. Pour vous donner un exemple concret, on peut parler de la Citroën Ami, par exemple, et puis auparavant de la Renault Twizy, et de nombreuses entreprises, et notamment, enfin, principalement des petites entre guillemets entreprises et en mode start-up, créent des petites voitures, des micro-voitures, des micro-cars, donc des voitures qui sont généralement très légères, biplaces, et qui sont des petites citadines électriques avec une autonomie relativement limitée, qui se situe généralement aux alentours de 100 km, un petit peu moins, un petit peu plus, et qui sont vraiment des voitures destinées à des déplacements urbains pour aller faire ses courses, aller travailler, éventuellement amener un enfant à l'école, puisque ce sont des biplaces, ou faire plusieurs trajets en tout cas, si on en a plusieurs. Et alors, il y a débat sur ce segment. Certains prétendent que c'est un segment qui est intégralement inventé par les constructeurs pour investir une nouvelle niche marketing en créant un besoin. Moi, je serais plutôt de ceux qui ont tendance à penser que c'est un segment qui correspond à un besoin de gens qui aujourd'hui ne veulent plus rouler en ville avec leur voiture, qui n'ont pas forcément envie ou ni la condition physique pour se déplacer en vélo, parce qu'il faut pas oublier que le vélo c'est génial, mais tout le monde n'a pas envie ni les capacités physiques ou cognitives de se déplacer en vélo. Il y a plein de gens qui n'aiment pas le vélo, à qui le vélo fait peur, donc il faut pas l'oublier. Le vélo pourra régler probablement une partie du problème du déplacement en ville, mais il le réglera pas complètement. Et ces petites voitures peuvent venir se substituer à ce qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle les voiturettes sans permis. Donc généralement, ce sont des voitures qui sont classées en deux catégories, les quadricycles légers, et les quadricycles lourds. Donc quadricycle léger limité à 45 km/h, pas besoin de permis, et possiblement on peut les conduire à partir de 14 ans ou 16 ans, vous me corrigerez si je me trompe. Et puis les quadricycles lourds qui là nécessitent un permis, et qui sont des voitures un petit peu plus puissantes, parfois un peu plus spacieuses, mais pas forcément. Dans les quadricycles lourds, si je ne m'abuse, on peut mettre par exemple la Renault Twizy ou la future Microlino de Micromobility. Et puis comme ça, on a repéré quelques marques qui semblent avoir bien avancé sur leurs projets, avec des projets qui sont prêts à être commercialisés. Comme la Microlino, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La Silence S04 dont on a parlé dans Automobile Propre récemment, la City Transformer, etc. Donc voilà, j'ai fait un petit panorama de ce que j'estimais moi être une nouvelle tendance de marché. Johan, qu'est-ce que tu en penses ? Quel est ton point de vue sur le sujet ? En fait, moi, alors déjà, c'est un segment que j'aime beaucoup parce que je pense que la mobilité intelligente, ce sera de plus en plus la mobilité légère. Donc, je crois beaucoup effectivement au vélo, aux deux roues légers électriques, et puis à la voiture finalement légère. Donc, moi, j'adore ce créneau. Et puis, finalement, c'est aussi des véhicules qui sont fun à conduire. En tout cas, j'ai de très bons souvenirs avec le Twizy. Et puis, j'ai beau avoir la chance de rouler en Tesla, j'avoue que l'Ami me fait vraiment de l'œil. Je trouve que c'est un super produit, très rigolo, et puis pratique en ville où c'est pas évident de se garer, ou voilà, il y a des vrais atouts avec un véhicule comme ça. La question que je me pose, et là-dessus j'ai pas forcément la réponse, c'est un petit peu quelle est la profondeur de ce marché, quelle est l'appétence effectivement du grand public pour ces nouveaux véhicules. J'ai la sensation, mais j'ai pas forcément de chiffres pour le prouver, qu'aujourd'hui on a quand même un grand public qui est de plus en plus sensible aux questions environnementales et au poids des voitures, et qui se dit finalement, est-ce que j'ai besoin d'un véhicule de 2 tonnes pour me déplacer ? La réponse est dans beaucoup de cas non. Et j'ai l'impression que les gens commencent à en prendre conscience, au moins peut-être la jeune génération, pour qui ces véhicules aussi ont finalement une belle porte d'entrée vers l'automobile.
Donc voilà, mais je m'interroge vraiment, est-ce que finalement il y a un marché ou pas? Est-ce qu'on n'est pas un peu en avance de phase? Est-ce que c'est le moment où ça va aussi commencer à décoller? Ça, c'est une vraie interrogation de mon côté. Et puis, une fois que ce marché deviendra mature, qui sera la référence sur ce marché, en fait? Sur le véhicule électrique, incontestablement, on compare tout à Tesla. Sur ce marché des micro-citadines électriques, à qui on va se comparer, en fait? Qui va prendre ce marché-là? Qui va avoir le produit qui séduit tout le monde? Est-ce que c'est l'Ami? Est-ce que c'est un autre véhicule? En tout cas, moi, la Microlino me plaît beaucoup, mais je sais pas si elle a tous les atouts pour réussir sur ce marché. Mais voilà, je dirais, c'est plus des questions aujourd'hui que je me pose autour du développement de ce marché et du leadership éventuel qui va en émerger. Mika, est-ce que c'est, enfin, je sais pas, à ton avis, un marché qui va se développer, et est-ce que c'est un marché qui n'aura de sens que si il n'y a plus que ce type de voiture en ville, en plus des mobilités de boost comme les vélos? Est-ce que, en gros, est-ce qu'on va pouvoir cohabiter entre une toute petite micro-lino et un SUV Mercedes en ville? La question, c'est est-ce que demain ou après-demain, est-ce que le gros SUV Mercedes sera encore autorisé en ville ou pas? Est-ce que c'est pertinent aujourd'hui dans des villes qui sont de plus en plus congestionnées, où il y a des problèmes de stationnement, de laisser rentrer des véhicules qui font 5 mètres et qui n'ont rien à foutre là pour transporter une personne? Donc je pense qu'il y a des questions politiques, et je pense qu'un des leviers pour développer cette nouvelle catégorie de véhicules, c'est ça. On l'a vu au Japon, où il y a des choses qui sont spécifiques pour ce qu'ils appellent eux les key-cars, les toutes petites voitures. Donc je pense que ce sera un levier. En tout cas, c'est vrai que c'est une filière. Est-ce qu'elle va se marcher ou pas? On ne sait pas encore, mais elle intrigue cette filière. Elle intrigue. Citroën y va avec la Citroën AMI avec un certain succès. Renault va redévelopper une nouvelle version avec sa marque Mobilize du Twizy. On a aussi Seat qui a annoncé vouloir lancer un quadricycle, et ils vont probablement récupérer le quadricycle de Silence et le rebadger comme ils ont fait sur le scooter électrique. Donc c'est un travail aujourd'hui qui est exploratoire pour les constructeurs. Je pense qu'il y aura à terme une place pour ce genre de véhicule dans les centres urbains, mais il faut que toutes les planètes soient alignées pour que ça fonctionne, et je pense qu'on l'a vu sur la voiture électrique, ce qui fait que ça marche, c'est qu'il y a des incitations fortes, et je pense qu'il faudra pareil pour ces petites voitures. Je pense que tu soulèves un point important, Mika, c'est celui des incitatifs. Quid des aides, en fait? Aujourd'hui, on aide beaucoup à changer de voiture, mais demain, quelqu'un qui change d'une voiture à un quadricycle, finalement, on va lui donner une aide de mémoire qui est réduite. Je me rappelle plus précisément quelles sont les conditions d'aide sur ces véhicules, alors que en théorie, on pourrait imaginer donner une aide équivalente pour switcher sur un quadricycle, et à ce moment-là, ça rendrait certainement le marché du quadricycle électrique beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pertinent, et ça convaincrait sans doute davantage de monde de passer à des véhicules plus petits, donc moins chers aussi pour eux, avec une aide qui est du même montant, qui est équivalente à ce qui est fait sur les véhicules classiques qu'on connaît. Après, effectivement, comme vous le disiez tous les deux, on connaît pas du tout aujourd'hui la taille ni la profondeur de ce marché. On débute, ça balbutie. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de chiffres, à part peut-être les chiffres de vente de l'AMI qui sont, semble-t-il, assez encourageants, même si je les ai pas en tête. Mais en tout cas, je sais qu'ils sont assez encourageants. Voilà, on peut pas trop en dire plus pour le moment, mais après, il va falloir que ces voitures rencontrent leur public, et c'est la vraie question après, toujours pareil, de l'adaptation des marques et de leur marketing. Est-ce que le grand public va dire moi j'ai juste besoin d'un vrai, au vrai sens du terme, d'un quadricycle à moteur, c'est-à-dire une espèce de vélo à 4 roues avec une petite carrosserie légère pour me protéger, parce que de toute façon ça sera toujours mieux qu'un vélo, avec un petit moteur électrique, et ça me suffit amplement? Ou est-ce qu'on va aller, et je pense que, enfin, mon avis c'est plutôt ça, c'est qu'on va aller aussi dans ce segment, vers une segmentation dans le segment, avec des gammes de voitures très simples et puis des voitures un peu plus sophistiquées, et peut-être qu'il y aura une demande pour ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, ok, moi je suis chaud pour rouler dans une toute petite voiture urbaine qui a 80 km d'autonomie et qui va assurer mes trajets quotidiens, mais par contre je veux pas le faire dans des conditions spartiates, et je veux dans cette voiture
le minimum de confort que j'ai dans ma berline actuelle avec, je sais pas, Apple CarPlay, un peu de chauffage, un peu de clim éventuellement, et puis un tableau de bord qui ressemble à quelque chose. Et il me semble que certains constructeurs vont dans ce sens de façon assez intelligente et qui est un peu l'antithèse de l'AMI finalement ou de la Microlino, c'est-à-dire des voitures comme justement la Silence ou Silence, je sais pas comment on dit puisque c'est espagnol, S04, ou la voiture israélienne avec ses fameuses voies, largeur de voie modulable en fonction du contexte, donc la City Transformer pour ne pas la nommer. Donc ça, c'est des voitures qui me donnent l'impression d'être très sexy, très attirantes parce que elles combinent en même temps un encombrement très très réduit et un poids mini, donc une taillé pour la ville, avec quand même un confort qui est là, un habitacle qui donne envie de s'asseoir dedans, et puis certainement un certain plaisir de conduire quand même. Donc voilà pour ce sujet. Et puis la question, on passe à la question de la semaine. Alors la question de la semaine, elle nous a été inspirée par des articles que nous avons publiés récemment, mais surtout par vos commentaires, les commentaires de la communauté automobile propre, qui sont souvent passionnants et très pertinents et qui complètent un petit peu ce que nous disons nous-mêmes. Et donc la question, c'est aujourd'hui, il semblerait que la tendance concernant les assurances soit au fait que les assurances pour les voitures électriques sont moins chères que les assurances pour les voitures thermiques. Alors il y aurait pas mal de raisons à ça. Et donc on s'est un peu posé la question de savoir comment ça allait évoluer. Alors on veut pas faire partir dans une prospective très argumentée parce que aujourd'hui c'est pareil, on est sur un marché naissant. Ce qu'on a simplement constaté au début de la voiture électrique, c'est que pour différentes raisons, il semblerait que les assurances pour les voitures électriques soient moins chères. Alors les raisons c'est quoi ? C'est un marché nouveau, des compagnies d'assurance qui ont envie de se positionner sur ce marché. Et puis d'autres raisons. Mika, tu as un petit peu observé la question et à ton avis, quelle est la tendance qui va se dégager sur le marché de l'assurance pour la voiture électrique ? Alors, c'est vrai que sur l'assurance, c'est une question qui est délicate de comparer électrique et thermique. Alors, les Furets, le comparateur en ligne, a essayé l'exercice cette semaine et ils ont en fait récupéré tous les devis qu'ils avaient réalisés au cours des derniers mois. Donc, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de devis sur de l'électrique. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que au niveau de la couverture routière, on est quand même sur des équivalences un petit peu entre électrique et thermique. Et par contre, le tout risque, il y a des différences. Ils ont notamment opposé une Zoé à une Clio. Et en fait, sur l'assurance tout risque, il y a 200 € en plus pour la Clio sur l'année. Le résultat, pour moi, est étonnant parce qu'en plus, on a partagé avec l'équipe en interne et en fait, on s'aperçoit que les gens disent qu'ils ne payent pas si cher que ça l'assurance de leur voiture. Et c'est vrai que j'ai presque hésité à diffuser cette étude parce qu'en fait, elle se base vraiment sur des devis réalisés. Et en fait, je pense que le vrai comparatif, il doit se faire sur un profil équivalent entre un véhicule thermique et un véhicule électrique vraiment de puissance équivalente. En l'occurrence, une Clio électrique finition haut de gamme une Zoé une finition haut de gamme et une Clio finition équivalente. Parce que effectivement, on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Et ce qu'expliquaient les Furets, c'est que finalement, c'était très compliqué de faire des comparatifs parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte. Donc effectivement, il y a la motorisation. Et sur l'électrique, il y a deux choses qui peuvent faire que c'est plus cher que le thermique. C'est d'une part le prix d'achat initial qui est plus élevé. Donc, une Zoé coûte plus cher qu'une Clio aujourd'hui. Et l'autre facteur, c'est que la puissance, aujourd'hui, on a quand même des voitures électriques qui sont un petit peu, des fois surpuissantes. Moi, j'avais testé la Kia EV6 qui fait 325 chevaux dans sa finition de gamme. Moi, je trouve que ça ne sert à rien, parce qu'en plus, effectivement, il y aura forcément des conséquences sur l'assurance, parce que l'accidentologie, elle est plus élevée. Mais il y a d'autres facteurs aussi. Il y a le profil, l'accidentologie, l'historique du client et forcément sa localisation. Si vous habitez en plein centre de Paris ou en banlieue ou dans un petit bled perdu, il y a moins de risques. Donc c'est pas évident, mais en tout cas la tendance générale est de dire que aujourd'hui l'assurance pour une voiture électrique est moins chère que sur une thermique. Et si vous n'êtes pas content de vos tarifs, il faut vraiment faire un comparatif. Et je vais dire une anecdote, c'est que je dînais hier soir avec un ami qui me disait que il voulait assurer sa Model 3 et qu'il n'était pas du tout content du tarif. Et qu'en fait, il avait discuté avec son assureur, il l'a acheté il y a 2 ans,
et son assureur lui disait qu'il croyait pas du tout au modèle, donc il voulait pas faire d'efforts sur le tarif. Donc finalement, il est parti. Mais je pense que du coup, si on va revoir le même assureur aujourd'hui, ce sera plus on n'aura plus le même accueil. Donc il y a aussi des disparités. Parce que en fait, chaque assureur a son algorithme finalement et son mode de calcul. Il y en a certains qui vont prendre en compte les bénéfices de l'électrique, en l'occurrence peut-être une conduite plus apaisée, moins d'accidentologie, alors que d'autres ils vont prendre que les éléments négatifs, peut-être la puissance et le coût. Donc faut pas hésiter à comparer, je pense, pour l'assurance, mais en règle générale, on arrive à s'en sortir. Quand on regarde les commentaires sous les articles qui ont été publiés récemment sur Automobile Prop, notamment le dernier sur les prix des assurances, on voit que, mais on peut pas considérer que c'est représentatif parce qu'il n'y en a pas assez, mais la plupart des commentaires indiquent des gens qui sont des utilisateurs, des possesseurs de voitures électriques et qui ont une assurance, qui payent moins cher aujourd'hui leur assurance pour la voiture électrique à, je dirais, catégorie à peu près équivalente que ce qu'ils payaient pour une thermique. Moi, j'ai un exemple, je vais donner mon exemple personnel parce que c'est aussi assez parlant. Quand j'ai voulu assurer ma Tesla Model 3 Performance auprès de mon assureur habituel, celui-ci m'a dit qu'elle était même pas dans le catalogue. Alors c'était tout nouveau, elle venait d'arriver en France, c'était les premiers modèles livrés. Mais on s'est revu plus tard et donc il m'indiquait que non, il n'assurait pas cette voiture parce qu'elle était trop puissante, etc., etc. Et j'ai dû me tourner vers un courtier d'assurance, d'un grand groupe d'assurance, qui lui m'a tout de suite assuré. Et pour cette voiture donc qui fait plus de 500 chevaux, je sais Mika que c'est inutile. Pour cette voiture qui fait plus de 500 chevaux, je paye la même assurance que pour une Audi diesel auparavant qui faisait 170 chevaux ou 175 chevaux, je crois. Donc pareil, hein, c'est de l'ordre de 800 € par an. Donc effectivement, moi j'ai un exemple du fait que j'ose pas imaginer ce que me coûterait le prix de l'assurance d'une voiture de thermique de 500 chevaux aujourd'hui. Donc on est vraiment dans des tarifs raisonnables. Moi, ma théorie, c'était de me dire qu'aujourd'hui on mangeait notre pain blanc en matière d'assurance et que quand le marché serait bien développé, les tarifs risqueraient d'augmenter pour différentes raisons, effectivement des raisons de puissance, des raisons de coût de la voiture, des raisons de coût des pièces détachées, des raisons peut-être de technologie aussi. On sait que si on se fait plier un bouclier arrière sur une Tesla, ça se répare pas comme ça parce qu'il y a plein de capteurs, etc., et qu'il faut passer par un carrossier agréé qui vous facture en gros le double d'un carrossier normal. Donc toutes ces, j'ai eu le sentiment à un moment de me dire. Les assurances ne connaissent pas trop le marché, donc elles y vont mollo, elles font des prix relativement raisonnables. Et quand elles vont commencer à devoir débourser pour payer les premières factures, ça risque d'augmenter, mais je me trompe peut-être complètement. Johan, tu en penses quoi ? Ouais, je pense qu'il y a peut-être un élément qui peut contrebalancer ce que tu dis par rapport aux augmentations des primes d'assurance pour les VE. C'est de se dire que finalement, il y a quand même pas mal de technologies embarquées pour aider à réduire les accidents. On peut imaginer que l'autopilote de Tesla, s'il est bien utilisé, ça c'est encore un autre point, puisse finalement éviter un nombre d'accidents important qui a un impact sur la prime. Sans aller jusqu'à l'assurance Tesla, hein, où Tesla intègre les valeurs de conduite, en tout cas le score de conduite et votre façon de conduire dans le calcul d'une prime d'assurance. Sans aller jusque-là, on peut imaginer que les gens qui ont un véhicule équipé de l'autopilote aient moins d'accidents que ceux qui ne l'ont pas. Donc ça peut avoir un impact sur les primes aussi. Après, c'est toujours très compliqué en fait de mesurer, de comparer en fait les primes d'assurance. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a quand même la chance d'être sur un marché où les assurances sont relativement abordables, parce qu'en étudiant un petit peu le sujet, je suis allé voir un peu sur des forums américains, et j'ai l'impression que contrairement à ce qui était le cas dans le passé, ou alors est-ce que c'est justement spécifique aux voitures électriques, mais les assurances, pour ne citer que ce marché, paraissent à des prix plus élevés qu'ici. Et on va suivre aussi ça avec intérêt, et on aura certainement l'occasion d'en reparler. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée, la nôtre aussi généralement, afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur ces plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire part de vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à dans 15 jours pour un nouveau numéro de automobilepropre.com, le podcast. À très bientôt, salut.